Donc vous êtes sur un ensemble ici, donc la cuverie du domaine Latour. C'est un endroit donc, qui date du début du 19e, 1830. C'est la plus vieille cuverie en fonctionnement en France. On vinifie ici comme on vinifie au 19e. Il n'y a pas eu de changements fondamentaux dans la manière de vinifier. Un des grands principes de cette cuverie à l'époque, c'était de pouvoir travailler par gravité, c'est-à-dire d'éviter de pomper le raisin pour éviter de le choquer, entre guillemets, et donc pouvoir avoir un élevage après qui soit beaucoup plus stable et beaucoup plus qualitatif. Vous voyez ces 3 étages en surface, et il y a en tête qu'il y en a aussi 2 en sous-sol. Donc vous voyez en fait toute cette verticalité qui est absolument nécessaire pour l'élevage du vin. Alors on ne vinifie ici que les vins du domaine. Donc vous savez, nous, la maison Latour est une maison de négoce propriétaire éleveur. Donc on a une partie de domaine et on a une partie de contrat avec des vignerons. Donc on ne vinifie ici que les vins du domaine, ça représente 50 hectares. C'est le plus grand domaine de Grand Cru de Bourgogne. Je trouve assez aussi remarquable d'avoir pu conserver une société comme ça dans la famille. Enfin, vous faites tous partie d'entreprise, vous voyez les difficultés de ce genre de choses. Et là, la famille est assez bien organisée dans cette transmission de génération à génération de tout ce patrimoine à la fois viticole et puis aussi dépositaire de cette tradition et cette conception du vin. Nous sommes une ETI. Voilà. Donc on fait 65 millions d'euros de chiffre d'affaires, donc c'est pas énorme à l'échelle d'une entreprise, mais c'est pour autant la 2e maison de Bourgogne en fait, en termes de volume avec la maison Jadot. 205 personnes, on commercialise principalement à l'étranger, c'est 85% de notre chiffre d'affaires. Donc en France, on est, j'allais dire, modestement connu, on l'est beaucoup plus à l'étranger. Nous avons 2 filiales sur les principaux marchés, donc une filiale aux États-Unis, à San Francisco en l'occurrence, et une filiale à Londres. Ce sont des filiales de commercialisation, on n'a pas de domaine à l'étranger. La maison Latour, c'est aussi une maison qui, au fil du temps, s'est implantée sur un axe qui va de Chablis jusque dans le Var. Et ce qui est recherché aussi, c'est une sorte de stabilité des prix en contractant, parce on fait la dure expérimentation en ce moment des variations de prix sur le vignoble et sur les vins à Bordeaux, mais aussi en Bourgogne, on le voit bien. Et c'est vrai qu'on était à la recherche d'un vin dont on arriverait à faire quelque chose d'assez correct qualitativement et un prix qui resterait un prix plutôt d'entrée de gamme et assez stable, puisque les marchés ont horreur de grandes variations. On a du mal à faire ce genre de choses. On va dire les vignes de l'Enfant Jésus de la maison Bouchard, on va dire le Chambol de Roumier. On commence à associer un peu tout ça. On espère qu'on dira le Charlemagne de la maison Latour. Mais voilà, on essaye et je pense que dans le Beaujolais, c'est peut-être ce qui montre une petite porte de sortie, c'est-à-dire un engagement qualitatif de l'exploitant, qui dit voilà, moi je vinifie comme ça, je ne cède pas aux modes, je fais pas de thermo, j'exploite comme ça. Et il y a que, à mon avis, avec cette voie qu'on va réussir, mais le chemin va être long. Le chemin va être long. Pour continuer notre exploration du thème changement, tradition et changement, et à travers plus spécifiquement aussi la dégustation, donc Jacques Périgaud va faire référence à son expérience et à sa science, je pense qu'on peut parler de science. Donc son passé est universitaire, son passé très récent puisqu'il vient juste de prendre sa retraite, donc à la fois dans l'éducation et dans le vin. Donc je vais vous expliquer qu'en fait il s'agit d'une dégustation fort ancienne, mais qui a été remise sur le devant de la scène dans les années 70-80 avec Henri Jaillet et moi-même, quand nous avons compris que la Bourgogne était mal partie avec la viticulture chimique et l'œnologie interventionniste. Ce qu'il faut savoir, c'est que la viticulture chimique est récente.
L'œnologie chimique, non, elle est ancienne puisqu'elle remonte au 19e, alors que la viticulture chimique, elle, s'est imposée dans la foulée de la dernière guerre mondiale. Ce sont les Américains qui nous ont amené donc l'agriculture intensive et donc la viticulture intensive. Et donc, dans les années 60, 70, et ça a culminé dans les années 80, il y a eu vraiment la grande et belle époque du tout chimique dans les vignes, mais ça se traduisait par des vins qui étaient de moins en moins bons, de plus en plus les mêmes. Et donc quelqu'un m'a mis sur la piste d'Henri Jayer en me disant si tu veux rencontrer quelqu'un qui lui n'a pas fait de concession à ce type de viticulture et qui fait de bons vins, va le voir. Je ne connaissais pas Henri Jayer. Donc avec Henri Jayer, on a commencé à rassembler les vignerons qu'il souhaitait autour des climats les plus prestigieux. On a commencé par les climats qu'on appelle les grands crus, et on a fait phosphorer ces jeunes vignerons autour de leurs vins, et force était de se rendre compte que tous n'étaient pas forcément à la hauteur des espérances, et quand tel ou tel amenait tirer de sa cave des bouteilles des années 20, on se rendait compte que c'était autre chose et que c'était sacrément bon, et il n'y avait pas de raison que ça ne le redevienne pas. Donc avec Henri Jayer, sans rentrer dans le détail, on a activé comme ça à peu près une fois par mois pendant une vingtaine d'années des réunions avec les vignerons qu'il souhaitait, et c'était tout à fait passionnant. Effectivement, la dégustation moderne s'était organisée autour de ce qu'on appelle l'analyse sensorielle. Fort de ce que Jules Chauvet avait décrété, du haut de sa grande compétence chimique, puisqu'il a failli avoir le Nobel de chimie, Chauvet a lancé cette idée que l'olfaction était 20 000 fois supérieure au goût, et donc il a initié cette approche du primat de l'arôme dans le vin, suivi par Sauvageot à l'Université de Bourgogne, qui a développé la chose autour de l'évaluation sensorielle. L'INAO a fait le fameux verre INAO qui valorise les odeurs, ce qu'on peut relever et sentir. Bref, l'analyse sensorielle s'est imposée comme la dégustation moderne. Donc, l'œnologie fait le choix quasi exclusif de la chimie organique, et le Ribéro-Gaillon, qui est entre guillemets la Bible des œnologues, 3000 pages, il n'y a que 2 pages sur la chimie minérale. Donc c'est dire que cette œnologie appuie son expertise sur la chimie organique. La chimie organique, c'est ce qu'il y a par définition d'organique dans le vin. Et donc, ce qu'il y a d'organique dans le vin, on sait depuis la fin du 19e arranger tout ça. Même déjà dans l'Antiquité, il y avait les grands crus naturels, qui étaient au passage liquoreux, les vins de substitut, c'est-à-dire des vins aromatisés, et puis les vins des esclaves, qui étaient les vins pour les esclaves, qui étaient des vins très très ordinaires, les piquettes d'aujourd'hui. Et donc, Henri Jayer se trouve à être un des premiers vignerons à ne pas utiliser la chimie, ni dans sa vigne, ni dans son vin, et donc le premier à faire retour à ce qu'on peut appeler le vin naturel, c'est-à-dire le vin d'avant le phylloxéra et le vin d'avant le 19e. L'analyse sensorielle, on sent, on remue, on sent, on met en bouche, et en bouche, on cherche la confirmation de ce qu'on a senti au nez. Alors que le gourmet, lui, il avait une autre façon de déguster. Il regardait le vin, et Henri Jayer, qui était un héritier des gourmets, il disait, un grand vin, il tire l'œil. Cette belle formule, le vin tire l'œil, c'est déjà avec la robe, on commence à entrer dans l'identité du vin, parce que tous les climats ne génèrent pas la même robe. Et puis, une fois que le gourmet avait miré le vin, il le mettait en bouche, il le grumait, et donc il s'appuyait sur un certain nombre de descripteurs, comme on dit aujourd'hui, c'est-à-dire de qualificatifs. Le premier, que déjà Hippocrate avait repéré comme le critère majeur, un des critères majeurs du grand vin, c'est la consistance. Voilà, c'est-à-dire que plus on est dans un grand terroir,
plus le vin va s'imposer en bouche avec consistance. Consistance, c'est pas puissance. La puissance, c'est l'œnologie qui a développé la chose, parce qu'un vin maigre peut être bodybuildé, comme on dit aujourd'hui, par les artifices de l'œnologie. Donc les œnologues parlent de puissance, et c'est les gourmets qui, eux, parlaient de consistance. Pour que ça marche bien en bouche, il faut que de surcroît, ça fasse bien saliver. D'où le qualificatif de viscosité. C'est-à-dire que les gourmets aimaient ce qualificatif de viscosité qu'on retrouve dès le XIVe siècle d'ailleurs. Donc, un grand vin de lieu, c'est un vin consistant, souple et qui génère une grande salive, qui génère donc une superbe viscosité. Pour que tout ça vibre bien en bouche, il faut qu'il y ait suffisamment de vivacité. Et les gourmets parlaient de vivacité. Donc, plus on est en présence d'un grand terroir, plus il y aura une acidité naturelle. Plus ça va générer une vivacité naturelle. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas besoin d'ajouter de l'acide tartrique. Ça doit venir naturellement du lieu. Donc, quand on a une grande consistance, une belle souplesse, une jolie viscosité et une grande vivacité, une vivacité alerte, tout ça, ça va donner, comme disait Henri Jaillet, une grande texture. Et le grand vin de Bourgogne, issu des grands terroirs, ce sont des vins qui doivent nous donner une grande sensation de texture. Mais la texture, elle est le produit de ces 4 descripteurs. Alors, quand on a tout ça, eh bien sûr, ça va prendre son temps pour s'installer en bouche et pour finir. Donc les gourmets distinguèrent, à l'inverse de l'analyse sensorielle qui met dans le même paquet longueur et persistance aromatique, le gourmet distinguait la longueur et la persistance aromatique. C'est-à-dire que plus on est en présence d'un haut lieu, plus il y aura de longueur, et grâce à cette longueur, il y aura une grande persistance aromatique. Et donc le gourmet n'ignorait pas la dimension aromatique du vin, mais elle n'arrivait pour lui qu'après déjà s'est assuré que le vin avait bien tous ses qualificatifs. Et ce que l'on a ajouté en réhabilitant la dégustation géosensorielle, c'est la dimension de minéralité. Les gourmets n'avaient pas besoin d'énoncer la dimension de minéralité, puisque tous les vins avaient de la minéralité, puisque la minéralité des vins n'était pas masquée par les adjuvants œnologiques. En revanche, un terme qu'il y a de ça quelques années, encore aujourd'hui, des gens ne savent plus ce que c'est, les gourmets parlaient de sapidité. C'est-à-dire que ce qui fait le grand vin de lieu, c'est un vin sapide. Et la sapidité, eh bien, c'est cette sensation qui s'associe à la minéralité et qui nous donne envie de boire, c'est-à-dire qui rend le vin digeste. La dégustation géosensorielle, c'est la dégustation des gourmets, mais revisitée et remise sur le devant de la scène avec les connaissances du XXe siècle et du XXIe siècle, c'est-à-dire la chimie minérale, qui est pour les vins de lieu beaucoup plus importante que la chimie organique. Ces cuves là, elles sont vides. Elles ne servent qu'au moment de la vendange pour faire la fermentation des vins rouges. Donc les raisins rouges sont les pinots noirs, puisque ici c'est des pinots noirs, sont donc récoltés dans les vignes alentours, à la maison Latour, à l'essentiel de son domaine, sur ce village d'Alox-Corton. Il y a 42 hectares sur les 50 du domaine, qui sont essentiellement des rouges, mais il y a quand même 9 hectares de Corton-Charlemagne là, sur le coteau. Et aussi beaucoup de Corton rouge, d'Alox-Corton premier cru, ainsi que quelques parcelles après sur Beaune, Volnay, Puligny-Montrachet, Romanée et Chambertin. Donc la fermentation, c'est un processus qui est complètement naturel. Sur la peau des raisins, vous savez, il y a une petite pellicule un peu mate, que si on frotte, après ça devient brillant. En fait, cette petite pellicule mate, qu'on appelle la pruine, qui est sur beaucoup de fruits, en particulier aussi les prunes et presque tous les fruits, en fait, elle est très chargée en levure. Et donc, ces levures, une fois qu'elles vont être en contact avec le jus du raisin, puisqu'on a écrasé les baies,
elles vont consommer le sucre du fruit, du raisin, et le transformer en alcool. Parce que le bois étant un matériau poreux, il y a une partie du vin qui s'échappe, enfin qui s'évapore, ce qu'on appelle la part des anges, si vous avez déjà entendu ce nom-là. Et comme il ne faut pas qu'il y ait d'air dans un fût, parce qu'il y a une oxydation du vin sinon, eh bien il faut compléter. Donc tous les 8-10 jours, on passe avec comme un genre de petit arrosoir, avec un grand bec, et puis il faut compléter tous les fûts un par un. Alors, ça, alors qu'ici, il n'y a pas besoin. Ici, c'est 100% naturel, hein, y compris le champignon qui pousse partout. Ce champignon, qui est un voisin des pénicilliums, se nourrit en fait des vapeurs d'alcool qui s'évaporent des fûts. Comme il y a des fûts. Pour le premier vin qui a été fait, c'était le Chardonnay de l'Ardèche, donc qui était vinifié à Sicile en 2013. Là, vous nous avez bien mis dans l'ordre. Le 2008 va être très bien, mais effectivement, je partage. C'est fini, je bois plus de morceaux, je bois plus que ça maintenant. Je voulais à tous ça. C'est le même que celui d'en bas, mais en 2 ans plus tard. Voilà. Qu'est-ce qu'elles sont bien? Oui, c'est ça. C'est mon affaire, oui. Non, mais il y en a là. Oui, merci. Ravi de vous avoir. Merci Voilà, là, au territoire, malheureusement. Bon, les vins russes, on ne sait pas, mais des vins. Merci, David.